Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler des tendances marketing pour l'année 2023. Il y a plein de choses intéressantes qui nous attendent. Au niveau intelligence artificielle, on va voir les défis et les enjeux que ça va représenter pour tout ce qui est stratégie marketing. On va parler aussi de webinaires et tous les tunnels de vente qui seront intéressants pour l'année à venir. Et je suis avec Julien Romain. On est frères. On fait partie de l'agence Scaleo, une agence qui a pour but d'aider les entrepreneurs et les entreprises à libérer leur croissance à travers des stratégies qui sont explosives. Et l'idée, c'est qu'on ait une discussion sur ce qui arrive. Et on va commencer directement dans le vif du sujet. Je vais te poser la question. Il y a ChatGPT qui est arrivé récemment, il y a quelques mois. Et on commence à parler avec des entrepreneurs de notre réseau pour comprendre quels vont être les impacts de cette technologie. Quel est ton point de vue sur ça? On va parler précisément sur ChatGPT et de l'intelligence artificielle aussi, de manière générale, mais surtout ChatGPT. Qu'est-ce que tu en penses? En fait, je pense que c'est déjà pour moi, on est au début d'une grosse révolution. Ça va changer quand même pas mal de choses dans le fonctionnement, dans la création notamment de contenu pour les entreprises. Même si aujourd'hui, on ne voit pas encore trop comment ça va se mettre en place, mais on voit quand même déjà des personnes qui commencent à l'utiliser pour des réelles applications, notamment la création d'emails pour vendre, la création d'articles de blog pour vraiment aussi attirer plus de trafic plus facilement et en fait aussi dans une logique de réduction de coûts et aussi de gain de temps. Donc pour moi, je crois que le modèle n'est pas encore, l'outil doit être amélioré, mais on voit vraiment qu'il y a quelque chose qui va émerger, ça va changer la façon de faire du business dans un sens positif, mais aussi avec certains risques de dérive qui peut aussi influencer certaines tendances d'une façon un peu plus négative si on ne fait pas attention, si les gens l'utilisent d'une mauvaise façon, comme tout. De toute façon, comme un outil, si on l'utilise bien, tant mieux, mais il y a toujours des dérives et donc ça va. Ce sera intéressant de suivre un peu parce que c'est une des plus grosses révolutions, du moins qui va changer vraiment la façon de travailler. Que ce soit pour les entrepreneurs, mais même aussi des salariés, ça va vraiment changer la façon. Il y a un point qui est intéressant qu'on a parlé avec d'autres entrepreneurs, c'est qu'il y a un risque de voir les effets d'utiliser l'AI et le ChatGPT dans le long terme, notamment par exemple sur les articles de blog. Tu peux peut-être un peu développer ça, c'est super intéressant. En fait, moi, ce que je constate, et on le voit aussi à d'autres phénomènes, c'est qu'aujourd'hui, si on utilise l'IA, moi j'ai eu l'occasion de le tester à plusieurs reprises, de lui poser des questions. Ce sont des questions très pertinentes avec de bonnes réponses. Bon, il faut bien sûr garder un esprit critique. Mais ce qui reste d'arriver, surtout que pour le moment, il y a essentiellement un IA, c'est que la plupart des articles auront un peu le même style, même structure, la même structure d'idées. Même si on peut lui demander de réécrire, ça reste de la syntaxe, la façon d'écrire, donc c'est un peu, ça va rester plat. Et en fait, aujourd'hui, du moins aujourd'hui, ça peut encore changer. Mais ce qui va manquer à l'IA, c'est les émotions liées aux histoires, liées à des cas. Et donc, on risque de se retrouver avec des articles un peu trop, tous les mêmes, moins de différenciation. Et quand les gens vont se rendre compte que, en fait, c'est toujours la même chose, ils vont se détacher de ça. Ce qui peut, c'est un des effets négatifs, ça peut nuire notamment le trafic parce que les gens vont dire en fait les blogs ça n'a plus de sens parce qu'ils disent tous la même chose en fait. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas l'aspect storytelling, les histoires que l'entreprise ou l'entrepreneur vont pouvoir mettre imbriquées dans les articles de blog, dans les publications, ça va perdre son essence, donc les gens vont se lasser. Moi j'ai le sentiment qu'aujourd'hui ChatGPT ne va pas remplacer certains métiers, en tout cas pas avec la technologie actuelle, mais va venir plutôt compléter ou être en mode inspiration. Oui, je pense que ça va quand même entraîner des pertes d'emploi conséquentes sur certains secteurs. Maintenant, il faudra toujours une interface humaine pour bien utiliser ces machines. Et aujourd'hui, ChatGPT, c'est un bel outil pour déjà par rapport, au niveau technologique, c'est énorme ce qu'ils ont fait. Maintenant, effectivement, c'est la mise en application, comment ça est appliqué. Et effectivement, il faudra toujours une interface humaine pour apprendre à utiliser l'outil, pour vraiment que ce soit, parce qu'en gros, quand on est dans le business, c'est pour aider des personnes. Et donc voilà, voir comment l'outil va s'utiliser, ce sera intéressant. Mais effectivement, apprendre à le piloter, il y aura des nouvelles opportunités pour ceux qui vont réussir à le faire à court terme, notamment que ce soit des freelances ou des entrepreneurs. C'est clair que ce que je vois aussi, c'est que le challenge, c'est que ChatGPT a un potentiel énorme, mais le challenge, ça va être de la capacité à poser les bonnes questions. Et donc, il va falloir s'éduquer pour pouvoir utiliser ChatGPT correctement et pouvoir utiliser tout son potentiel parce que si on ne sera pas éduqué, on va juste poser une bête question et la réponse sera bonne. Ouais. Et le problème aussi aujourd'hui avec ChatGPT, c'est que on peut avoir une discussion avec lui pendant une demi-heure, mais quand tu vas réouvrir ChatGPT dans une semaine, il faut recommencer de zéro. Donc, il n'apprend pas de ton style nécessairement. Bon, bien sûr, la conversation alimente sa base, mais à chaque fois, il faut partir de zéro. Et donc, c'est aussi un peu, les gens vont apprendre à l'habituer, mais c'est quand même une perte de temps. Mais je pense que d'ici un an ou deux, ça va changer. Et il va retenir ce qu'on lui a déjà dit pour vraiment, directement, par exemple, pour retenir le style, la façon d'écrire, il va retenir qu'est-ce qu'on aime bien et il va continuer en partant de ça. C'est pas encore le cas aujourd'hui, mais pour moi, à partir du moment où ça va être fait, notamment de lui donner aussi de l'input plus facilement.
Mais ça va encore augmenter sa puissance de ce qui peut sortir. Ce qu'on voit comme usage déjà dans notre environnement et ce qu'on pourra faire dans le futur, et ce serait bien qu'on fasse des vidéos sur ça, mais concrètement, ce qu'on peut faire aujourd'hui, c'est lui permettre de rédiger des articles de blog, des scripts de vidéos, même des e-books on peut faire. On peut faire des publicités, on pourra faire plus ou moins des images dans le futur aussi qui seront… On peut déjà faire des images. On peut faire des images avec Dall-E, il me semble. Et donc, il y a tout ça, tous ces cas d'usage, et donc le métier de copywriter, même le métier de codeur dans certains cas, le métier de designer, vont tout doucement vont être impactés. Donc, il faudra que ces personnes-là puissent prendre le bon virage pour utiliser cette technologie-là dans la suite. Je propose qu'on passe à un autre sujet. Je propose qu'on passe à la publicité en ligne. Alors, on a vu, la publicité en ligne, ça change beaucoup avec Facebook, l'algo qui change, le business manager qui change. C'est quoi pour toi? Qu'est-ce que tu vois les tendances de l'année 2023 sur ça? Déjà, c'est une tendance qui a émergé depuis maintenant la fin du Covid. On est encore un peu dedans, mais depuis 2022. Déjà, c'est le côté professionnalisation de la publicité. Facebook, c'est quand même bien complexifié avec des fermetures de business manager, des règles plus strictes, etc. Donc, c'est quand même plus technique. Et aujourd'hui, ce que je vois en termes de publicité, c'est que les business qui comptent que sur la publicité pour se développer, ça va devenir de plus en plus dur. De pouvoir cibler, on a vu que sur le marché francophone, du moins sur le cas, on a perdu en ciblage, on ne peut plus cibler autant d'intérêts pour des questions de protection de données personnelles, etc. Et donc effectivement, ça va toujours être intéressant, la pub, mais de le faire comme on l'a fait par le passé, il faudra le faire différemment. Et je pense que la publicité aujourd'hui, ça va plus être un levier pour accélérer de la croissance quand on a déjà une audience quelque part, que ce soit sur un site internet, comme un blog, qu'on ait par exemple une chaîne YouTube ou un compte Instagram, et ça va être de pouvoir dire, ok, j'ai déjà 20 000, 100 000 personnes qui viennent sur mon site internet, comment est-ce que je vais pouvoir relancer la pub pour attirer ces personnes-là et que la régie de publicité puisse travailler sur base de ces audiences-là pour aller chercher d'autres personnes. Mais de vraiment partir sur le modèle prospection en base de zéro, ça va être possible pour démarrer, mais un modèle 100% publicité, j'y crois plus trop pour le moment. Et quand on le voit aussi même dans les performances des campagnes, on voit que c'est beaucoup d'énergie de plus en plus. Donc on peut se poser la question, tiens, est-ce que c'est intéressant de mettre autant d'efforts? Est-ce qu'il ne faut pas mettre, ok, on met un peu moins d'efforts en pub et on va vraiment créer de l'organique, que ce soit sur les réseaux, que ce soit sur un site ou par email, pour vraiment construire une audience et que ce soit aussi plus stable dans le temps en fait. Mais moi, ce que je vois, ce que je pense, c'est que je travaille quasiment au quotidien avec certaines agences qui font de la publicité Facebook et le niveau de complexité a vraiment augmenté. Dans le sens, pour avoir les bonnes datas, pour faire des campagnes qui sont rentables, c'est beaucoup plus complexe. Et donc, la publicité Facebook ou les autres publicités, je pense, seront moins accessibles pour les boîtes, les entreprises, les entrepreneurs qui ont des petits budgets. Dans le sens parce que derrière, elles ne pourront pas prendre un prestataire, les campagnes ça coûte plus cher, le coût par lead augmente et puis ça devient hyper sophistiqué de pouvoir faire les bonnes campagnes et qui sont rentables. Ça, je pense le point c'est que les petits entrepreneurs ne vont plus pouvoir faire de pub, ils devront atteindre un certain niveau pour pouvoir faire des pubs qui sont rentables. Oui, tout à fait. Et puis il y a aussi les changements sur Facebook, c'est que globalement Facebook, en termes de nombre d'utilisateurs, n'est pas spécialement, ils en perdent. Et même moi, je vois depuis 6 mois, je passe moins de temps sur Facebook. En général, mon fil d'actualité, c'est déjà il n'y a plus personne qui poste des choses sur Facebook. Les groupes sont moins présents, ce qui est dommage. Mais il y a tellement de publicité, c'est une saturation et en fait, ça devient débilisant de regarder Facebook. Donc, et malheureusement, en termes de… Bon, il y a YouTube, mais la barrière à l'entrée YouTube est quand même plus importante de pouvoir faire des vidéos. Et derrière, même si la régie est plus simple, mais pour moi, le coût de faire des vidéos est plus conséquent. Et après la publicité LinkedIn, pour moi LinkedIn, ils ont un gros potentiel, mais ils n'ont pas compris le modèle de la publicité pour que ce soit intéressant. À chaque fois que j'ai fait une expérience sur LinkedIn, le coût derrière, il est conséquent. On parle entre 5 et 20 fois plus cher que sur Facebook, ce qui est dommage parce qu'ils ont au niveau professionnel, B2B, ce serait un levier énorme, mais ils ne l'utilisent pas aujourd'hui. Ça fait un bon lien justement la publicité avec l'organique et ce qu'on peut voir avec les entrepreneurs qui s'entourent et ceux qui ont eu les meilleures performances dans les 6-12 derniers mois. C'est ceux qui ont une audience, qui ont une communauté, qui ont travaillé leur organique dans le passé. Et je pense que tu as pas mal de choses à dire sur ce sujet. Oui, tout à fait. Mais en fait, après, il y a aussi, ce que je vois aussi en termes de modèle économique, modèle business, c'est qu'avant, historiquement, moi, ça fait, je suis dans le web marketing depuis maintenant 2011-2012, donc ça fait un peu plus de 10 ans. Et c'est vrai qu'on a toujours dit l'argent est dans la liste, etc. Et qu'en gros, toute la vente doit se faire par email. Ça reste valable, mais il y a aussi un nouveau modèle qui émerge, c'est le créateur de contenu sur les réseaux sociaux qui va avoir son audience, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur TikTok aussi maintenant, sur LinkedIn, et qui va pouvoir monétiser très rapidement simplement en postant et en renvoyant les gens vers des pages de vente par exemple, et en jouant moins sur l'email. Bien sûr, l'email c'est quand même intéressant parce qu'on peut capturer l'audience, on peut aussi la travailler, mais il y a vraiment d'un côté le modèle email qui est toujours pertinent. Il y a des business qui tournent très bien simplement en se basant sur l'email que par écrit en vidéo,
mais de vraiment comprendre le modèle dans lequel on est en termes d'organique. Et après, de côté ça, tu as effectivement les créateurs de contenu. Certains appellent ça les influenceurs, mais ce n'est pas les influenceurs comme sur les réseaux sociaux de la télé-réalité, mais vraiment des personnes qui ont des audiences, qui partagent. On a même des clients, mais en fait, en gros, leur business dépend essentiellement de leurs réseaux sociaux et les emails sont simplement ce qu'on appelle du transactionnel. Ils sont là pour dire, OK, j'ouvre les ventes là-dessus, venez acheter mon produit, mais il y a très peu de copywriting parce qu'ils n'ont pas besoin de ça, parce qu'en fait, toute la vente est faite sur YouTube ou sur Instagram. Et ici, on n'est pas en train de dire que l'email est mort, bien que non, c'est différents modèles. Mais ce qu'on veut dire, c'est que l'organique derrière, construire une communauté devient hyper important pour avoir un business qui est pérenne dans le temps et pas que dépendre de la publicité. Je te propose qu'on passe sur un autre sujet. Et ce qu'on a remarqué aussi, c'est qu'il y a un regain d'intérêt pour les webinaires. Donc les webinaires, ils sont arrivés, je pense, 2012 surtout. Un peu plus tard, je pense. Ouais, c'est plus de 2014-2015 où ça a vraiment commencé à exploser voilà, sur le marché francophone. Ça a explosé, le webinaire live, puis on a eu les webinaires automatisés, on a les evergreen, on a eu ensuite les masterclass qui sont arrivés, masterclass ateliers, etc. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a un regain d'intérêt pour les webinaires, même si les audiences sont assez familiers avec le processus maintenant. C'est-à-dire que les gens savent qu'à la fin, il y aura un pitch de vente, mais ça revient. Oui, tout à fait. En fait, toutes les tendances, le marketing, c'est aussi, il y a des modes et en fait, c'est vraiment cyclique. À partir du moment où les audiences, les marchés sont saturés, parce que tout le monde fait la même chose, il faut se réinventer. Bon, après, il y a des nouveaux types de tunnels qui émergent, mais effectivement, le webinaire revient dans des marchés qui étaient, qu'on appelle des marchés sophistiqués parce qu'ils connaissent déjà les webinaires. Mais en fait, ça revient parce que, voilà, ce qui s'est passé, c'est qu'entre 2015 et 2019, il y a eu beaucoup de webinaires. Mais sauf qu'à un moment, tout le monde faisait la même chose avec voici les 3 secrets pour, qui était un peu bateau en soi, voici le stack, vous allez avoir ceci, 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 ça vaut 20 000 € pour 200 €. Ouais. Et en fait, les gens disent, mais c'est du bullshit, c'est n'importe quoi. Et après, il y a aussi l'automatisation qui a été poussée à l'extrême et une perte de relation et aussi une perte de transparence et même une sorte de mensonge auprès des personnes. Les gens ne sont pas cons non plus. Donc, on est passé sur les masterclass. Et là, en fait, masterclass, tout le monde fait la même chose. Et donc là, le fait de remettre de la connexion humaine, parce que les gens, avec le Covid, il y a un peu plus d'individualisme, et chercher à avoir des webinaires, d'avoir des connexions pour pouvoir parler, ça rassure aussi. Donc, cette reprise-là de webinaire est intéressante. Maintenant, la façon de faire des webinaires est quand même très différente par rapport à on va dire, la précédente vague. C'est qu'aujourd'hui, faire les trucs malheureusement à la Russell Brunson, même s'il y a encore des formules qui fonctionnent très bien, où on va vraiment pitcher en mode marketing, non, il faut amener plus de storytelling, plus de valeur, que la vente soit plus fluide, moins pushy. Et en fait, on a des cas qui fonctionnent super bien grâce à ce modèle-là derrière. Tout à fait, tout à fait. On enchaîne aussi sur un autre sujet. Et là, moi, j'ai pas trop de points de vue, mais je voulais avoir ton avis. On a vu la partie closing setting qui a vraiment émergé aussi un peu après les webinaires. Quelle va être la tendance pour toi de ce point de vue-là? Donc, closing, c'est tout ce qui est appels de vente qui sont générés et donc les closer par téléphone. Et le setting, c'est un peu les gens qui vont faire de la prospection ou faire du closing, mais par message sur les réseaux sociaux en contactant des gens en DM par exemple. Quel est l'avenir pour toi pour les prochains mois, prochaines années? Est-ce que tu penses que ça va rester? Est-ce que tu penses qu'il y aura des changements? Je pense que ça va rester parce que, comme je l'ai dit un peu avec les webinaires, c'est que les gens sont en recherche de relations avec quelqu'un pour poser des questions, pour valider si c'est une bonne chose pour eux. Les gens sont quand même moins, ils connaissent le mécanisme et non d'acheter simplement sur un bon de commande. Dans certains cas, voilà, ils ont besoin de répondre, surtout de plus en plus, les offres sont aussi plus chères. Il y a cette tendance dans l'étiquette, parfois c'est un peu trop extrême, bon ça c'est un autre point. Mais donc le closing va être là. Maintenant, je pense que, moi je suis adepte de ce que j'appelle le slow closing depuis maintenant plusieurs années. J'en ai déjà fait, je pense, de précédentes vidéos avec d'autres entrepreneurs. C'est qu'effectivement, le closing à froid, vas-y, c'est le seul moment pour acheter, sinon demain ce sera trop tard, sinon tu as un con si tu n'achètes pas aujourd'hui. Vraiment limite, parfois des closers te traitent comme ça. Pour moi, ça c'est un modèle de plus en plus qui va être terminé. En fait, les gens ne sont pas cons et il faut aussi leur laisser le temps. Donc le slow closing, c'est une autre approche du closing où dans le sens, tiens, si la personne a besoin de prendre le temps de réfléchir, on lui laisse le temps. Mais par contre, c'est une démarche commerciale qui est cadrée. On dit, OK, quand est-ce qu'on peut planifier un appel? OK, on planifie un appel. Si après, malgré ça, au deuxième appel, le R2, la personne dit non, on dit, OK, c'est peut-être dans le plus tard. Ah oui, tiens, on va mettre dans le CRM, dans le fichier de suivi. Ah tiens, cette personne, il faut la relancer dans 3 mois, dans 6 mois. Et donc, c'est tout, en fait, de ne pas simplement se limiter au closing, dire, OK, la personne n'a pas acheté, basta, c'est terminé. Ça, on est en Italie en plus. Mais simplement de dire, OK, voilà, pour le moment, ce n'est pas le moment, mais on va faire toutes des actions commerciales pour l'entretenir la relation et qu'il y a peut-être un moment, surtout que tout le monde n'achète pas du premier mois. D'ailleurs, il faut analyser un peu son comportement aussi. Même un entrepreneur, c'est pas parce qu'on découvre quelqu'un qu'on va acheter directement au premier jour. Donc, c'est la même chose pour nos clients. Donc, il faut leur laisser le temps et c'est en créant la relation avec le contenu, avec les emails, que ça va aider. La personne va dire instantanément, OK, c'est bon, je passe à l'action, je fais confiance. Donc, il y aura toujours un rôle et de vraiment être plus en mode conversation que vraiment pushy, OK,
Vraiment, je le répète, mais t'achètes pas aujourd'hui, tu es un imbécile. Non, c'est laisser Et le temps. c'est aussi de pouvoir générer des appels de vente avec du closing, mais d'avoir tout cet aspect suivi derrière qui va pouvoir aussi permettre d'augmenter le taux de conversion. Parce que ne pas suivre des prospects qui ont eu des appels de vente, un non aujourd'hui, ça peut être un oui plus tard. Et donc, c'est d'avoir aussi de mettre en place aussi des processus de suivi et pas que d'être dans une optique closing et puis c'est bon, si c'est pas closé, je m'en fous. Mais de mettre en place des actions de relance par email ou par téléphone à travers même d'autres canaux qui pourraient être intéressants. Tout à fait. Parlons maintenant, on va parler tunnel de vente. Et juste avant ça, je vous invite à vous abonner pour nous suivre. Et aussi, on a mis une ressource en dessous sur les tunnels de vente les plus en vue, qui vont être les plus rentables de l'année. Donc, je vous invite à télécharger cette ressource qui est gratuite. Parlons de tunnel de vente. Selon toi, quel va être l'un ou les tunnels de vente qui vont être les plus prédominants du marché ces prochains mois, qui vont avoir le plus d'impact auprès d'une audience? J'ai une petite idée de ce que tu vas dire. Bah, comme on l'a déjà dit, il y a le tunnel webinaire live pour moi qui va rester une valeur sûre dans de nombreux cas justement pour s'y reconnecter. Il y a aussi le livre qui a un tunnel qui est assez intéressant notamment pour créer aussi une autorité, de la crédibilité sur le marché. Bon, c'est une façon d'utiliser un tunnel, le livre très différent, mais c'est un tunnel qui a du sens pour aller chercher de l'audience, mais aussi pour rassurer pour l'autorité, la notoriété. Il y a aussi le tunnel quiz, donc de pouvoir segmenter, mais pas simplement un quiz genre ok, je t'ai capturé et puis voici, je te mets dans une liste email. C'est vraiment plus ok. En fait, imaginons on a un quiz avec trois types de réponses, mais en fait, quand la personne arrive sur la page de résultats, c'est pas simplement du texte, mais c'est une vidéo de 3 à 5 minutes et ensuite ok. Merci pour ta réponse. Aujourd'hui, tu es dans cette situation-là. En fait, tes problèmes aujourd'hui sont ceci, ceci, ceci. Et voici les actions, les recommandations que je te recommande pour avancer, pour atteindre ton résultat. Et en fait, le fait de faire une vidéo comme ça, d'une part, ça va les chauffer parce que les gens aiment bien la vidéo, ils vont pouvoir cerner l'énergie. Et ça va les préparer à la vente de votre produit plus tard pour l'acheter en direct ou l'acheter par un appel. Et en fait, ça va aussi montrer que vous comprenez sa situation parce que vous l'avez segmenté, mais vous avez apporté à la valeur avec du contenu brièvement. Et derrière, vous avez aussi des séquences personnalisées derrière. Donc, il y a cette tunnel-là. Et après, il y a un peu une variante du tunnel masterclass. J'aime pas trop le thème masterclass, même si c'est un thème que j'ai utilisé très vite sur le marché francophone. Aujourd'hui, je trouve ça un peu dérive, ça représente plus trop l'énergie, mais aussi le principe de vidéos plus courtes sur des sujets très précis. Nous, on appelle ça le tunnel vidéo de valeur, où globalement, on va parler d'un sujet très précis, par exemple comment vendre par Messenger. On apporte énormément de valeur, mais en fait, aujourd'hui, si on prend le tunnel masterclass, la vidéo, ça va être en gros limite 60% de contenu et 40% de vente. Mais en fait, le tunnel avec vidéo de valeur, c'est plus 90% de contenu et 10% simplement d'appel à l'action pour la suite. De vraiment être plus dans le partage et dire au fait, tiens, si ça vous intéresse plus loin, tiens, j'ai des offres. Soit on en parle par appel et vous réservez votre appel, soit regardez en dessous, j'ai un bouton qui va vous rediriger vers mon offre qui peut vous aider à mettre en place ça et aller voir si ça vous intéresse. Donc, plus être un peu dans de la vente douce, mais vraiment construire la relation avec vraiment du contenu de valeur qui aide la personne et la personne se dit waouh, s'il m'a déjà aidé là-dessus, son offre qu'il peut me proposer derrière sera beaucoup plus intéressante. Tout à fait, je suis d'accord sur ces tunnels-là. Et je pense aussi qu'il y a des tunnels qui sont classiques qui vont rester. On demande souvent est-ce que le tunnel e-book est-ce que c'est toujours utile? Ça peut avoir du sens dans certains marchés, bien sûr, c'est toujours au cas par cas. Il y a encore plein d'autres tunnels. Je vous invite surtout à télécharger la ressource. Et dedans, on a mis aussi le niveau de complexité de chaque tunnel, qui peut l'utiliser, dans quelles circonstances. Et comme ça vous guidera un petit peu sur quel tunnel vous pouvez utiliser pour avoir la croissance en fonction de votre niveau et si vous êtes débutant déjà avancé avec du chiffre d'affaires. Est-ce que tu as d'autres tendances que tu vois qui seraient intéressantes à partager en termes de stratégie marketing ou plus global, ou on est good? Je pense qu'on est déjà bon pour cette vidéo. Effectivement, on pourra faire d'autres vidéos si ça vous plaît sur ces sujets-là. Parce qu'effectivement, il y a beaucoup de matière à dire. Même encore sur l'email, on n'est pas trop rentré dessus. Sur l'email, c'est vrai qu'on pourrait dire plus. Mais c'est vrai que c'est un gros blog, surtout c'est aussi un blog qui se professionnalise. Mais donc, on pourra faire des vidéos si ça vous intéresse. Et dites-nous justement quel type de contenu, quelles sont les questions que vous avez en commentaire. Parce que justement, ça peut nous aider à créer d'autres futures vidéos pour vous. Exact. Merci à vous et à bientôt. À bientôt.